Bienvenue à notre exploration des sources partagées. Aujourd'hui, on plonge dans la mission pédagogique mariste, une approche qui nous vient de Marcellin Champagnat au XIXe siècle. Mhm. Notre document principal, c'est un texte de 2023, Sur les traces de Marcellin Champagnat, qui est lui-même cité dans un document du lycée Léonon de 2025. D'accord. Alors l'objectif, c'est de comprendre un peu les fondamentaux de cette pédagogie, comment elle s'adapte aux défis actuels, la technologie, les enjeux sociaux, et puis voir son impact concret. Oui, et pour comprendre aujourd'hui, je crois que c'est essentiel de revenir aux origines avec Champagnat lui-même. Ce qui est assez frappant chez lui, c'est cette vision précoce, dès le début du 19e. Oui, de vouloir rendre l'éducation accessible, surtout aux jeunes des campagnes, aux plus défavorisés. C'est une priorité qui résonne fort encore maintenant, je trouve. C'est vrai, cette attention on dirait aujourd'hui, aux marges, c'est assez remarquable pour les peuples. Et ces idées pédagogiques, cet amour pédagogique, comme il dit, fait de patience, de simplicité, Mm, mm. mais aussi d'une certaine exigence. Et puis de l'idée d'un développement global, tête, cœur, main, quoi. Ça anticipe pas mal de débats, non? Tout à fait. Et le guide des écoles de 1853, ça vient formaliser tout ça assez tôt finalement. C'est une base solide. D'accord. Et ces fondamentaux, on les retrouve toujours au cœur des projets maristes. L'idée clé, ça reste de créer un climat un peu familial, basé sur la confiance, la bienveillance. Un esprit de famille. Voilà. Et cette sensibilité particulière pour les plus fragiles, c'est vraiment une constante, une signature mariste. Donc une vraie continuité. Ça se traduit par des valeurs humanistes, chrétiennes, solidarité, humilité, mais aussi former des citoyens responsables, engagés, une éducation pratique qui évolue. Exactement. Et cette structure en communauté, où tout le monde apprend ensemble, éducateurs et jeunes, sur une base de respect mutuel, les éducateurs sont plus des guides, des accompagnateurs. Mhm. Et aujourd'hui, alors, comment cette tradition se confronte par exemple à la technologie? Les sources en parlent, non? Oui, et c'est passionnant. Elle montre une intégration de l'IA, d'Internet, pour améliorer l'accès, faciliter certaines choses. Mais attention, il y a une mise en garde très claire. Laquelle? Que la technologie ne peut pas remplacer le contact humain. L'accent est mis sur l'esprit critique, l'éthique numérique, essentiel face aux fake news, à tout ça. Cette tension technologie-relation humaine, on la voit partout en éducation aujourd'hui. Et l'ouverture au monde, ça semble aussi être une évolution importante. Éducation interculturelle, paix, justice sociale, le réseau Champagnat Global. Absolument. C'est une dimension très forte, une approche qu'on qualifie d'holistique. Le cœur, l'esprit, l'âme, mais aussi la responsabilité sociale, la solidarité et même la conscience écologique. Le fameux soin de la terre, notre maison commune. Intéressant. Mais malgré tout ça, le principe de la présence, la présence physique, personnelle de l'éducateur, ça reste jugé fondamental, irremplaçable. D'accord. D'ailleurs, les défis actuellement mentionnés sont liés à ça. Comment mieux impliquer les jeunes, défendre leurs droits, les protéger efficacement, les former à être des citoyens du monde, mais actifs et solidaires. Et tout ça, ça rayonne dans 81 pays. C'est énorme. Comment ça se manifeste concrètement sur le terrain, cette présence mondiale? Ça va au-delà de l'école? Ah oui, largement, le réseau est immense, c'est vrai. Plutôt qu'une liste sans fin, on peut voir des grands axes. Il y a l'éducation formelle, bien sûr, des écoles partout, Kenya, Nigeria par exemple, et même de l'enseignement supérieur. Ok. Mais il y a aussi un énorme volet social. Le soutien aux réfugiés, on pense au projet Fratelli au Moyen-Orient, ou les Maristes Bleus à Alep, des centres pour jeunes en difficulté en Amérique latine, des projets de santé, de nutrition, Burundi, Éthiopie. Mhm. Des initiatives pour la paix aussi, en Colombie par exemple. L'idée, c'est vraiment d'adapter la réponse aux besoins locaux les plus criants, quoi. Ça montre une sacrée capacité d'adaptation. Et le texte souligne aussi le rôle de l'enseignant, qui semble absolument central. Ah oui, fondamental. L'enseignant, ce n'est pas juste quelqu'un qui transmet des connaissances, il incarne ces valeurs maristes. Il participe à créer cet esprit de famille. Il est le vecteur principal en quelque sorte. Exactement. C'est pourquoi les sources insistent tant sur leur reconnaissance financière, y compris, c'est dit, et sur leur développement pro. Formation continue, leadership, échanges internationaux. Le texte parle même de l'enseignant comme d'un diamant qui doit être travaillé. Ça montre l'investissement attendu. Oui, c'est une image forte. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce qui ressort de ces documents, c'est que la mission mariste, c'est une sorte d'équilibre permanent. Mhm. Un équilibre entre rester fidèle aux intuitions de Champagnat, la présence, la simplicité, le service des plus pauvres, et puis s'adapter
innover face aux réalités du XXIe siècle. Mhm. Le numérique, la mondialisation, la justice sociale, l'écologie. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la fin que soulèvent un peu ces textes, non? Je t'écoute. À une époque où l'éducation va vers des modèles très globaux, très technologiques, parfois un peu déshumanisés peut-être, comment cette insistance mariste sur la présence, sur la qualité de la relation et cette attention aux marges, comment est-ce que ça peut continuer à offrir une voie différente, plus humaine pour accompagner les jeunes générations? C'est une excellente question. Une voie singulière dans un monde en pleine mutation. Ça laisse matière à réflexion.